Bonjour Philippe Béchade. Bon, Bonjour Didier Maisto. bonjour Irina. Aujourd'hui, j'avais envie de vous réunir tous les deux, puisque les discours de haine sont omniprésents sur les plateaux télé, sur les réseaux sociaux. Et ce qui est très important, ce qu'on oublie tous, c'est le bon sens, la nuance et la réflexion. Et on a besoin des gens autour de nous, des journalistes, qui se posent de bonnes questions. Et ma première question de fond: comment, en si peu de temps, la France, le discours officiel français, est devenu si belliciste? Malheur au peuple dont le souverain est un enfant, hein, c'est dans l'Ecclésiaste. Voilà, tout est dit. Je veux dire, on a eu, vous savez, avant le premier tour en 2017, j'étais dans une télé et on m'avait demandé, le journaliste faisait le tri entre les candidats. On arrive à Macron, je lui dis, écoutez, si Macron d'aventure est élu, nous basculerons dans le soft fascisme. Alors évidemment, toutes les télés m'étaient tombées dessus. Comment on pouvait dire ça? 7 ans après, je laisse tout le monde juge de savoir dans quel régime nous sommes. On a eu des galops d'essai hein, avec les Gilets jaunes. Je rappelle que une trentaine de personnes ont été éborgnées, perdu leurs yeux parce qu'ils ont manifesté. Pendant le Covid, et donc et là, les journalistes n'ont rien dit. Au contraire, ils demandaient plus de répression, plus que les forces de l'ordre fassent cesser la chienlit. C'était voilà, il y avait même des journalistes du service public qui tweetaient que les gilets jaunes étaient de la vermine qu'il fallait éradiquer. Je rappelle qu'il y a eu des morts aussi hein, pendant les gilets jaunes et des mutilés, des gens qui ont eu les mains arrachées. Bon. Ensuite, il y a eu le Covid. On était quand même le pays champion du monde où on s'est rempli des auto-attestations pour aller chercher le pain dans des commerces essentiels ou pour aller faire pisser notre chien. Et on s'est oui, je m'autorise, à aller faire pisser mon chien parce que je suis un bon citoyen et je vais chez les essentiels et on a suivi des lignes rouges par terre parce que, n'est-ce pas, les virus étaient intelligents et ils suivaient aussi, les flèches et on c'était ubuesque. On a fermé les marchés à ciel ouvert. On a gardé les hypermarchés ouverts avec des milliers de gens qui se croisaient tous les jours et dans les rayons non essentiels, on mettait du scotch et des rubans rouges et blancs pour dire voilà, vous n'avez pas le droit parce que. Et puis aujourd'hui, on est toujours dans ce storytelling, finalement, de la guerre en Ukraine, même si François Hollande a dit que les accords de Minsk, en fait, avec Angela Merkel, ils avaient fait exprès de ne pas les respecter pour permettre à l'Ukraine de se réarmer. Je veux dire, tout ce que je dis, c'est factuel, hein, ça sort pas du chapeau. Eh bien, vous avez les journalistes qui continuent à soutenir le pouvoir, les pouvoirs, mais surtout ce pouvoir-là. Parce qu'un homme politique, s'il n'a pas de contre-pouvoir et qu'il raconte n'importe quoi, il continue. C'est sa vocation, c'est son rôle, c'est son gagne-pain, c'est le métier de ceux qui n'ont pas de métier. Si vous n'avez pas des journalistes en face qui disent mais ce que vous racontez est faux, qui sont un peu pugnaces, qui rappellent des faits historiques, encore faut-il qu'ils les connaissent, hein, parce que les mêmes qui ont commenté le Covid et les Gilets jaunes sont devenus des géopolitologues extraordinaires, intersidéraux. J'ai relevé par exemple sur LCI, qui est devenue la chaîne pro-Ukraine dans des proportions considérables. On comprend pourquoi, hein, parce que l'actionnaire, oui, espère derrière reconstruire Kiev, qui sera, et plus largement l'Ukraine, la ville pilote en matière d'écologie, de transport. Il faut des marchés, des marchés. Mais ce qui est stupéfiant, c'est de voir que tous les journalistes et les experts, dont beaucoup, je les connais tous, hein, forcément, vu mon parcours, dont beaucoup ont travaillent pour les États-Unis d'Amérique, et notamment pour la CIA, de façon ouverte ou de façon plus ou moins cachée, avec des antennes, des associations, etc. Bon, des think tanks, voilà, des conciliabules, des comités théodules. De telle sorte que il raconte à peu près d'abord une seule version des faits, ça c'est le premier point, mais ça sort aussi là pour le coup de leur cerveau un peu malade. J'ai relevé sur les réseaux sociaux d'ailleurs l'intervention de Pierre Servant suite à l'attentat à Moscou, terrible, qui disait mais regardez, les Russes ont fabriqué une histoire, c'était dans une deux portes
une Dacia à 2 portes. Comment voulez-vous que des terroristes puissent porter une attaque comme ça? Alors, c'était pas une 2 portes, c'était une 4 portes, hein. C'est un modèle. Mais comme, on voit comme ces gens ne voyagent pas, etc., ne savent rien, ce sont des modèles de Renault d'exportation, si vous voulez, qui sont fabriqués en Turquie, vendus en Russie, vendus dans le Maghreb. Tout le monde qui a un peu voyagé connaît ça. Et c'était pas une Dacia, c'était une Renault. Bon, c'est un exemple un peu rocambolesque. Donc ce sont des gens qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, qui sont tous pro-guerre dans des proportions incroyables, et qui vous accusent aujourd'hui, hier, on a eu une conférence de presse du petit homme, Monsieur Séjourné, qui est ministre des Affaires étrangères. Ministre étranger aux affaires. Oui, oui, non, mais il est ministre des Affaires étrangères, oui, il est aussi étranger aux affaires. Quel est son mérite, Monsieur Séjourné? Je ne veux pas être graveleux, mais tout le monde le connaît. Je ne pense pas que la tradition du Quai d'Orsay ait quelque chose à voir là-dedans, ou que sa connaissance, là encore géopolitique, entre en ligne de compte. Ce sont des prébendes, ce sont voilà, ces petites connivences entre la technostructure et un certain nombre d'entreprises, et l'État, et un certain nombre de cabinets comme McKinsey, qui a complètement pris le contrôle des démocraties occidentales. Qu'est-ce qu'il a dit hier? Il a dit que la France, c'était un scoop, il a fait une conférence de presse, allait proposer au 27 un nouveau paquet de sanctions. Et que ce paquet de sanctions ne serait pas dirigé cette fois contre les médias, contre les personnes morales. De toute façon, les médias, ils ont été fermés, comme RT France ou Sputnik, alors que RT France, qui avait une convention avec le CSA, devenu Arcom, respectait stricto sensu sa convention, d'un seul trait, ils ont été supprimés. Moi, j'ai travaillé pour RT France. Jamais on m'a donné un ordre. Et j'ai pu critiquer Poutine, y compris sur RT France. Et jamais personne m'a dit après, oh là là, tu aurais pu y aller. J'ai toujours été entièrement libre. De toute façon, c'est ma façon de fonctionner. Vous me connaissez un peu. Je considère qu'un journaliste n'a pas accepté un ordre quel qu'il soit. Donc je reviens sur le ministre étranger aux Affaires, M. Séjourné, qui dit que maintenant, il allait proposer au 27 des sanctions contre des personnes physiques. C'est-à-dire nous, globalement. C'est-à-dire des gens qui pensent pas par eux-mêmes. On est une petite poignée en France. Donc c'est-à-dire que les 27 vont, pour la quelques poignées de mecs là qui vous parlent aujourd'hui, légiférer. C'est même pas légiférer, en fait, c'est arbitraire, hein. Il n'y a pas de parlement qui se réunit. C'est une décision technocratique par des gens non élus. Et donc, notre parole va être criminalisée. C'est-à-dire qu'on va être accusé d'être finalement des espèces d'espions à la solde de la Russie ou d'Israël, peut-être aussi. Je ne sais pas, c'est encore un peu flou. En tout cas, de tous les États contre lesquels nous ne sommes pas en guerre, puisque M. Macron a dit que nous n'étions pas en guerre contre la Russie. C'était pas un ennemi, la Russie. Mais pour autant, si on fait fonctionner notre cerveau, nos méninges, eh ben, on va être criminalisé, on va avoir des amendes, et on va peut-être finir en prison. Nos comptes seront bloqués, on ne pourra plus s'exprimer. Ça se passe en France en 2024. La Russie est sortie de l'URSS et on est en train de fabriquer l'URSS au sein des 27, qu'on veut encore élargir au 29, au 32, faire rentrer tout le monde dans une espèce de grand maelstrom avec des gens non élus. Je rappelle, le pouvoir s'est déplacé, le centre du pouvoir n'est plus le Conseil européen, le centre du pouvoir, c'est la Commission européenne, qui n'est finalement que le 51e État américain. Moi, je suis ni pro-russe, ni pro-israélien, ni pro... Je suis pro-français. Je suis pour le non-alignement. On va y revenir Voilà. justement, on va revenir au métier également de journaliste d'aujourd'hui, ce métier qui est pour certains très facile, mais pour certains très 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 complexe. Philippe, puisqu'on parle de la guerre, est-ce que la France rentrait en économie de guerre, sachant et comment vous interprétez le discours de Sébastien Lecornu qui disait que finalement les perquisitions sont envisagées dans le secteur de l'armement? Alors, l'économie de guerre, ça correspond à une définition économique assez précise.
Un pays en économie de guerre consacre au moins 9 à 10% de son budget à l'armement. Bon, aujourd'hui, l'armement, c'est très vaste. Ça couvre aussi la guerre électronique. Enfin, donc, tous les moyens de prévenir une attaque, de contrer une attaque ou éventuellement de contre-attaquer. Donc ça, c'est l'économie de guerre. Un pays qui est vraiment en conflit, c'est plutôt 15 à 20% du budget qui est consacré à la guerre. Donc en France, on est à 2,5-3%, donc on n'est évidemment pas en économie de guerre. Donc évidemment, ce qui sort de la bouche de nos gouvernants, c'est du narratif. Alors après, est-ce que ça leur a été soufflé par McKinsey ? On le saura si d'autres dirigeants européens reprennent les mêmes éléments de langage. Ce qu'on avait vu avec le Covid, puisque d'un seul coup, on découvrait que le Covid pouvait éventuellement affecter les adolescents. Et immédiatement, en France, Allemagne, Hollande, Canada, Australie, les équipes de journalistes allaient dans les hôpitaux pour filmer des adolescents qui, soi-disant, étaient victimes du Covid. Donc, on verra si c'est coordonné ou pas. En Europe, ça paraît un peu compliqué en ce moment parce qu'on voit que l'Allemagne freine un petit peu des quatre fers. On l'a vu avec les missiles Taurus. Scholz ne veut pas que ça soit mis entre les mains des troupes ukrainiennes, alors que la France, elle, au contraire, serait très très content de livrer le plus de missiles Scalp possible. On a commencé à déplacer des troupes en Roumanie, où va être construite la deuxième plus grande base, peut-être même la plus grande. Après tout, Ramstein a plus de 70 ans maintenant, donc peut-être qu'il est temps de moderniser. Donc la Roumanie va héberger une des plus grandes bases, et je sais de sources sûres que des Français sont envoyés là-bas. Pour l'instant, c'est le génie. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui sont là pour construire la base. Ensuite, quelles unités de combat y seront déplacées, on verra. On sait déjà qu'à Tarbes, on se prépare plus ou moins à envoyer effectivement des troupes d'assaut. Mais comme on dit, si vis pacem parabellum, donc on montre nos muscles, on s'agite beaucoup, mais en réalité, donc factuellement, pour l'instant, on n'est pas en économie de guerre parce que les budgets consacrés, évidemment, n'ont rien à voir avec une économie de guerre. Par contre, le narratif et la propagande, alors là, c'est un rouleau compresseur. Alors, je dirais pas que c'est du grand n'importe quoi, mais enfin, par moments, ça y ressemble. Vous avez des gens qui viennent déclarer des choses, mais absolument lunaires, incroyables, qui parlent d'une intervention alors qu'on n'en a pas les moyens. Et en plus de ça, en Ukraine, quand on connaît un petit peu la façon dont les choses se déroulent, c'est vraiment une guerre des drones en Ukraine. Donc, c'est vraiment... Alors là, la France n'en a pas. Elle a des gros drones qui permettent de surveiller les océans, de faire du repérage la nuit, etc. C'est des machines extrêmement chères, à 12-15 millions l'unité, alors qu'en Ukraine, on est sur des drones presque antipersonnels à 1000 ou 2000 euros, ou voire pour les plus onéreux, les drones russes, on est maintenant à des coûts de série de 50-60 000 euros, grosso modo. Donc, si jamais on voulait intervenir, de toute façon, on n'a absolument pas les moyens militaires. On a des moyens de surveillance, mais aucun moyen d'avoir un impact sur un front, sur des combats, etc. Donc on n'est pas en économie de guerre, et je rajoute donc qu'on n'est pas non plus en capacité d'être opérationnel. C'est ça. D'ailleurs, on a vu le dispositif Barkhane dans le désert, où on avait un hélicoptère sur 2 cloué au sol. Pratiquement à la fin, quand les Français se sont retirés, il y avait 2 véhicules sur 3 qui ne pouvaient plus fonctionner. Alors c'est vrai que le sable est très abrasif, mais voilà, il y a un déficit de moyens incroyable. Non, mais ça, c'est très important de voir finalement le gouffre qu'il y a entre les déclarations, effectivement, des uns et des autres, et notamment de M. Macron, qui se fait représenter en boxeur avec les biceps et les avant-bras photoshopés. Bon, très bien. En réalité, quelle est la situation? D'abord, il a fait part de l'ambiguïté stratégique. Le monde entier lui a opposé une fin de non-recevoir. Quand je dis le monde entier, c'est toutes les chancelleries européennes,
à l'exception de la Lituanie, enfin on comprend bien pourquoi, hein, de tout petits pays, et c'est pas dépréciatif quand je dis ça, mais on comprend en matière géopolitique pourquoi. Les États-Unis se sont élevés immédiatement avec la plus grande force et la plus grande vigueur contre cette déclaration. Les hauts responsables de l'OTAN, et tous les jours, vous avez, à la suite de M. Macron, ces turiféraires, là, ces petits moines soldats qui viennent continuer à remettre 1 euro dans le jukebox. Ah, il faut aller faire la guerre. Quelle est la situation? Philippe l'a dit. En réalité, on n'a pas de drone. On a 220 chars, dont peut-être 100 sont opérationnels. On peut projeter, je sais pas moi, 20 000 hommes. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis qu'on n'a plus de service militaire, d'ailleurs, on a une armée professionnelle. Et pour un combattant, il faut 6 personnes derrière. C'est-à-dire, c'est pour ça que ça ne marche pas. Il faut 6 personnes pour le transport, pour la logistique, pour la réparation, pour l'assistance, etc. Donc, au mieux, si on mettait toutes nos forces dans la bataille, bon voilà, on en serait là. Je rappelle qu'en face, il y a 1 million, un peu plus d'1 million d'hommes en Russie, qui vont passer à 1 320 000 hommes. Donc vous voyez, le rapport, il est incroyablement défavorable. Mais d'une certaine manière, Biden l'a dit, mais Blinken aussi, hier aussi. Il a dit, jamais les États-Unis n'enverront des troupes au sol. Jamais, parce qu'on est 2 puissances nucléaires et on comprend exactement, si on fait ça, comment ça va finir. Vous voyez ? Ce que vous décrivez les deux, c'est une impasse diplomatique majeure, puisque, ce que vous avez bien dit, les accords de Minsk n'ont jamais été respectés. Ça a été prouvé par Michael Hollande en décembre 2021, je Absolument. pense, le 7 décembre 2021. Donc, la Russie est décrite comme la seule coupable dans cette affaire. Or, pour négocier, il faut justement remonter, parler des racines de ce conflit. Et pour nous tous, pour nos auditeurs, c'est très clair. Si c'est délibéré finalement, quels sont les intérêts européens dans tout ça? Parce que là, j'ai interviewé il y a quelques jours Jacques Beau qui a clairement dit que finalement les États-Unis sont plus intéressés par cette guerre. Ils essaient par-ci, par-là un petit peu de montrer ça. Ce matin, par exemple, j'ai vu que la banque VTB, succursale de la banque VTB, n'est plus sanctionnée. Donc voilà, des petits signaux comme ça, c'est peut-être exagéré, mais je veux dire que quels sont les intérêts européens dans tout? Mais la guerre ne va pas s'arrêter faute de combattants. Là, la guerre va s'arrêter, enfin côté américain, faute d'actifs à gager pour payer et justifier l'envoi d'armes en Ukraine. On ne peut pas demander aux contribuables américains, comme on le fait aux contribuables européens, puisque là, on lui annonce qu'on va mettre 10 milliards, 20 milliards sur la table pour l'Ukraine. C'est décidé par des hauts commissaires qui sont pas élus et qui décident. Voilà. Ursula von der Leyen avait décidé d'éradiquer RT. Elle décide. Il n'y a aucun processus démocratique en France. Aux États-Unis, ça existe encore. Donc il y a un moment, quand l'Ukraine ne peut plus justifier comment elle va payer les armes, il faut à ce moment-là que si les États-Unis offrent, parce qu'on en parle maintenant d'offrir du matériel, pas de le prêter, de le mettre en leasing. Il faut à ce moment-là que le concret valide. Et là, d'un seul coup, ce qu'a demandé Biden, c'est-à-dire 60 milliards pour l'Ukraine, pof, ça a été bloqué. Ça aurait été Ursula von der Leyen, si quelqu'un avait eu l'idée de mettre 60 milliards, ça passait comme une lettre à la poste, puisqu'il n'y a pas de Parlement, il n'y a rien, il n'y a aucun processus démocratique en Europe. Donc aux États-Unis, ce qui gêne, c'est qu'aujourd'hui, si on livre encore des armes à l'Ukraine, c'est qu'est-ce qu'on va obtenir en face? Victoria Nuland, celle qui a orchestré le coup d'État du Maïdan. D'ailleurs, M. Glucksmann s'est vanté d'y avoir aussi participé avec son ex-épouse, Eka Aguladze. Ces gens-là savent depuis le départ qu'on préparait la guerre. Dès juillet 2014, on sait que aussi bien la CIA que divers services occidentaux ont commencé la formation des unités ukrainiennes. Donc ça, c'est bien documenté. Donc ça, il y avait des budgets pour ça, mais c'était
pas des gros budgets. C'est que quand on commence à livrer des centaines de blindés, des dizaines de chars et des milliers de drones, c'est là que d'un seul coup, la facture commence à se corser. Donc, tant que l'Ukraine avait quelque chose à gager pour obtenir du matériel, les États-Unis le lui ont fourni. Maintenant, on comprend que l'Ukraine est arrivée au bout quelque part. BlackRock, donc, s'est posé comme le financier de la reconstruction. Donc je ne sais pas si chez TF1 et LCI, on rêve beaucoup qu'on va obtenir énormément de contrats de reconstruction. Enfin, ça a quand même été préempté par BlackRock. Et là, ce n'est pas la même dimension, le groupe Bouygues et le groupe BlackRock. Hein, on comprend bien. D'ailleurs, Larry Fink est très souvent à l'Élysée, donc j'imagine que ce n'est pas pour uniquement venir goûter le bon vin français. Donc l'Ukraine aujourd'hui, elle est un petit peu au bout. Donc quelque part, éventuellement, BlackRock pourrait dire oui, moi j'avance de l'argent à l'Ukraine. Et puis comme ça va revenir dans le complexe militaro-industriel. Alors Victoria Nuland, donc comme je disais, c'est elle qui a orchestré le coup d'État du Maïdan. Elle a dit récemment, et avant de se faire débarquer finalement, chaque fois que le contribuable américain avancerait 100 millions, 1 milliard, 10 milliards de dollars à l'Ukraine, ça va créer de bons emplois dans notre industrie de l'armement. Bon, alors essentiellement General Dynamics, Northrop Grumman, Boeing, etc., etc. Mais il y a un moment où le contribuable peut se dire regardez un peu, on est à 34 000 milliards de déficit, c'est peut-être pas très utile d'en creuser un peu plus, histoire de faire fonctionner les usines qui fabriquent les chars Abrams ou les drones, etc. Donc voilà où on en est. Et je crois qu'aujourd'hui, la guerre, ça a bien rapporté au complexe militaro-industriel, mais maintenant, il faut la paix pour continuer de faire des affaires. Il faut reconstruire maintenant. Donc il faut qu'elle s'arrête quand même, cette guerre. Oui, et puis, effectivement, si on voit que du point de vue économique, je souscris pleinement à ce qui vient d'être dit. En réalité, déjà, les États-Unis possèdent 30% des terres ukrainiennes. Indirectement. Le but, effectivement, c'était de nourrir le complexe militaro-industriel, ce qui a un peu pas trop mal marché, hein, on doit dire. Et deuxièmement, une fois la guerre finie, prendre des positions pour imposer les entreprises de BlackRock, mais alors plutôt du côté des engrais, de la chimie, etc., pour, comme c'est déjà le cas dans beaucoup de pays dans le monde, prendre des brevets sur le vivant et utiliser les produits finalement labellisés BlackRock. Si je peux ouvrir une petite parenthèse, BlackRock est actionnaire de toutes les entreprises qui vont participer à la reconstruction. BlackRock va avancer l'argent quelque part, et c'est les entreprises dont BlackRock est actionnaire qui vont reconstruire. Donc les dividendes de la reconstruction vont revenir évidemment à BlackRock. Et BlackRock travaille avec la Fed. Alors c'est pas complotiste de dire ça, puisque c'est BlackRock qui gère les actifs de la Fed. Enfin, techniquement, c'est-à-dire que lorsque la Fed dit je revends 95 milliards d'instruments obligataires par mois, c'est à BlackRock de trouver les instruments, de les replacer dans le marché. Donc BlackRock est vraiment central, et c'est pas du complot, c'est parfaitement assumé. Voilà. Oui, et puis je dirais, pour finir sur le plan économique, il y a évidemment tout le côté politique et géopolitique des États-Unis qui poussent leurs avantages. Nous, ça fait un certain nombre d'années qu'on explique que l'Ukraine, en fait, c'est une base américaine. Là, il y a eu un article du New York Times, une enquête, tout le monde dit « Oh là là, il y a des bases incroyables américaines en Ukraine ». Évidemment, et puis il faut regarder une planisphère, vous regardez l'avancée finalement du monde libre, je mets ça entre guillemets parce que ça me fait beaucoup sourire, et vous voyez à quel point même les zones qui étaient neutres et démilitarisées, elles sont petit à petit à la fois dans l'OTAN, dans l'Union européenne,
Et voilà, on comprend bien tout. La Russie pousse la provocation jusqu'à placer ses frontières pratiquement au niveau des 12 bases construites depuis 2014. C'est ça. Alors, on essaie d'imaginer, enfin je sais pas, la Russie orchestre un coup d'État au Mexique et vient installer des bases avec des missiles, etc., à la frontière du Texas, du Nouveau-Mexique et de la Californie. Je pense que ça couinerait un petit peu du côté du Pentagone. Puis il y a une deuxième chose aussi, effectivement, les États-Unis, les Américains sont très pragmatiques. Ils pèsent aussi toujours le pour et le contre. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que finalement, ça fait augmenter. Alors, ils nous revendent un peu le prix de l'énergie, ils nous revendent leur gaz de schiste pourri, qui pollue, qui n'est pas de bonne qualité, qui traverse l'océan, etc., qu'on paye plus cher. Mais Monsieur Biden étant en campagne, ça va faire monter, et ça a déjà commencé, le prix de l'essence, et il faut que ça s'arrête, premièrement. Deuxièmement, il y a le déficit de finalement de toutes les démocraties occidentales. C'est ce qu'a parfaitement exprimé M. Macron, pour une fois, parlant de Startup Nation. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'industrie. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Du service. Du service, c'est-à-dire rien. C'est-à-dire des startups dont 95% font faillite au premier exercice. Il n'y a plus d'ingénieurs. Aux États-Unis, il n'y a plus d'ingénieurs. C'est-à-dire, en fait, tout le monde rêve aux États-Unis d'être lawyer, c'est-à-dire avocat, ou dans la finance. Bon. Ils ont un déficit d'ingénieurs. Ils sont même plus capables d'enrichir leur uranium, qu'ils achètent toujours Rosatom. à Rosatom, à la Russie. Nous-mêmes, avec une espèce de joint venture qui a été faite il y a une dizaine de jours, on fait une société commune avec la Russie, parce que la Russie produit d'abord à un sous-sol très riche, produit à une industrie très forte et très résiliente, et forme énormément d'ingénieurs. Ce qu'on ne fait plus. Les États-Unis sont contraints d'aller chercher des ingénieurs en Europe et surtout en Asie, et notamment en Chine. Donc vous voyez, il y a tout cet ensemble de choses, d'un point de vue économique, qui font que c'est métastable, je dirais, et que maintenant, ça commence à pencher de l'autre côté, et les États-Unis ne sont plus tellement intéressés. Alors pour finir sur votre question, pourquoi l'Europe fait ça? C'est une bonne question, ça. Je pense qu'il y a plusieurs paramètres, mais l'explication principale, pour moi, c'est le fait que, je l'explique par le fait minoritaire. C'est-à-dire, et c'est Todd d'ailleurs qui exprimait ça très bien, qui faisait une dichotomie entre les démocraties qui peuvent être autoritaires comme la Russie et les oligarchies libérales comme la France, qui est l'archétype. Quelle est la différence? En Russie, bien sûr, il y a un pouvoir autoritaire. D'un point de vue démocratique, d'après nos standards, c'est pas extraordinaire. Ça pourrait être bien mieux. Mais vous avez 2/3, 3/4 de la population qui soutient. Par patriotisme, parce que les intérêts vitaux, parce que c'est encore un pays, quoi. Parce que nous, on est en train de devenir l'URSS, et que la Russie, c'est un pays qui défend les Russes. Voilà, on aime, on n'aime pas. Et je dirais qu'à l'échelle de la planète, il y a peut-être 24 démocraties. Je ne sais pas, la démocratie est un fait assez rare. Ça, c'est le premier point. Et de l'autre côté, vous avez le fait minoritaire, c'est-à-dire en France, mais dans beaucoup de démocraties occidentales, et notamment en France, oui, vous pouvez être élu président de la République avec 16% du corps électoral, 16% des inscrits. C'est-à-dire, vous comptez 16 à 18, 20 quand c'est vraiment la fête. C'est-à-dire que vous prenez 100 personnes, il y en a 84 qui n'ont pas voté pour vous. Donc vous avez besoin, quand vous êtes en difficulté, d'hystériser la société, de détourner l'attention, et la guerre, quoi de mieux que la guerre, pour essayer de gonfler ses muscles et d'être dans une puissance fantasmée. La vérité, c'est qu'on n'a plus d'industrie, c'est qu'en termes d'énergie, là là aussi, je vois tous nos dirigeants qui bandent leurs muscles, sauf qu'ils ont démantelé l'outil nucléaire de M. Hollande, en passant par Mme Voynet, M. Macron, Elisabeth Borne, le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe. Et maintenant, ils disent vive le nucléaire. Mais c'est une farce. C'est une farce. Donc, vous voyez, c'est la parole performative qui, en l'espèce, n'est pas très performante. C'est-à-dire, on monte sur nos ergots et on veut faire croire que tremble Poutine, etc. Voilà. Dernier point, je dirais que avec l'émergence des BRICS, excusez du peu, 3/4 de la population mondiale
peut-être 60% aujourd'hui Du du PIB mondial, bah, c'est plus tout à fait la même chose, quoi. Donc, d'une certaine manière, on veut exister, nous, l'Europe, je dis, parce que M. Macron parle toujours de souveraineté, rajoute européenne, ce qui est un oxymore, ce qui est un non-sens absolu. Une souveraineté, elle peut être que nationale. Bon. Et donc, on veut exister, mais on est pris en étau, d'une certaine manière, entre les États-Unis, qui reste une puissance, même s'il y a un fonds de dédollarisation de l'économie mondiale qui en est qu'à ses débuts, hein, mais qui commence quand même à faire florès. Euh, des BRICS qui se groupent, qui sont très puissants, tout en maintenant chacun leur autonomie, leur indépendance. Ils se groupent que quand ça les intéresse. Et nous, au milieu, ma foi, on n'a plus grand-chose à faire valoir. Donc les choses ont changé. Et on veut se payer de mots, quoi. Voilà. Et donc aujourd'hui, la mode, c'est l'Europe, c'est le dernier mensonge des politiques. Quand on n'a plus rien à dire, on fait deux choses. On empêche les gens critiques de parler. Ça s'appelle la censure, hein. Comme au temps du soviétisme, où on gommait les gens, hein, sur les photos. Ça ne plaisait pas, on gommait. Ah, il a disparu. Ah, tiens, c'est ce qu'on fait. On empêche les plus intelligents de partir, de penser. On les met sous verrou. Et puis on fait du papier. On fait du papier, de l'apparence. C'est Brésil, quoi, d'une certaine manière, si vous avez vu le film. Et on produit des normes, sans arrêt des normes, qui n'ont aucune conséquence sur la vie des gens. Mais petit à petit, comme je disais, on rentre dans cette nouvelle URSS qui est, comme le dit Philippe, j'aime bien la formule, l'UE-RSS. C'est-à-dire on rentre dans cette grande machine à laver où on ne va plus gérer les individus, où on ne va plus gérer les intelligences, mais où on va gérer les comportements. Comme un peu l'a fait la Chine dès 2018 avec le début du programme social, les QR codes, etc. Et ce qu'a dit M. Glucksmann hier d'ailleurs, hein, on veut aller, pour une fois il l'a dit de façon explicite, vers une Europe fédérale, fin des nations. Donc fin des nations, l'élection, il y a eu un amendement du MoDem en ce sens. À mon avis, le but, c'est que l'élection disparaisse au suffrage universel. Klaus Schwab a d'ailleurs dit que c'était plus vraiment utile de faire des élections. Plus vraiment utile, voilà. Et donc, il faut des gens qui savent, c'est-à-dire les pseudo-élites. C'est plus la peine de voter, le peuple vote mal, il est sale, c'est comme disait Hollande descendant, il vaut mieux les éborgner. Regardez, ils sont des factieux, des séditieux, des salauds, des connards, des illettrés, des gens qui savent lire ni écrire, c'est la même chose. Il suffit qu'ils traversent la rue, des Gaulois réfractaires. Tous ces gros mots sortent de la bouche du président, de notre président de la République. C'est un scénario très sombre, mais vrai. On va profiter des conversations pareilles, puisque c'est précieux. Vous avez vos éditeurs, ceux qui vous suivent sur X, vous Philippe et nous, à quel point cette parole de sagesse est importante. Je voudrais revenir rapidement sur la question des dettes, puisque là, c'est récemment, il y avait des lignes sur toutes les pages des news financiers. La dette, plus que la moitié de la dette française est détenue par des investisseurs étrangers. Pourriez vous développer rapidement pour nos auditeurs? Ah, ça, c'était un grand moment de télé, lorsque Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, était confronté alors à un journaliste qui n'est pas spécialement hostile au pouvoir, hein. Il lui a juste posé une question. Par qui la dette de la France est-elle détenue? Bon, tout le monde connaît un petit peu la réponse. La BCE, bon, c'est 25%, voilà, ça c'est connu. Les banques françaises et les compagnies d'assurance en détiennent à peu près autant. Et puis après, dans les détenteurs privés de la dette, il y a le principal d'entre eux, c'est BlackRock. Voilà. Donc, Prisca Thévenot n'a pas voulu répondre à la question. 52% de la dette française est détenue par des étrangers. Par des étrangers, voilà. Aussi. Mais le principal détenteur parmi ces étrangers, c'est BlackRock, hein. Après ça, vous trouverez un petit peu de fonds souverains singapouriens, des fonds du Luxembourg, etc. Mais enfin bon, grosso modo, il y a quand même quelqu'un qui
qui pèse et qui le fait savoir en se rendant régulièrement à l'Élysée, donc c'est BlackRock. Et la dette, c'est un petit peu le problème, et la dette alouette, quand M. Macron s'est fait humilier, on peut le dire, hein, au Salon de l'Agriculture, pas faute d'avoir voulu emmerder les Français, à un moment, voilà, ça lui a un petit peu retombé sur le bec. Dès qu'il y a eu ce bad buzz, la réplique a été, la France va aller dire son fait à Poutine. La réalité, c'est que ce qui sort et ce qui aujourd'hui inquiète beaucoup de monde, de Bercy à Matignon, c'est que la dette française, c'est 5,5% du PIB. L'Europe préconise 3 et pencherait plutôt pour que ça soit 2. Donc on est au-delà, plus de 2 fois, ce qui serait un petit peu le niveau idéal. On est dans une telle situation de déliquescence de nos finances, et ça, c'est effectivement l'administration Macron. Parce que quand vous parliez de 50% de la dette qui est détenue par des étrangers, il ne faut pas oublier non plus que 50%, ou plutôt que depuis que M. Le Maire est à Bercy, donc il y est, lui, depuis un quinquennat et demi, il a augmenté la dette de l'époque de 50%. Voilà. Pour obtenir quoi? Des services publics qui fonctionnent mieux? Non, c'est une gabegie totale. Est-ce qu'on a développé de nouveaux grands projets type Concorde, parc nucléaire, Super Phénix, que sais-je, TGV, etc., programmes spatiaux? On a les JO. Voilà. Depuis 2007, il n'y a strictement aucun grand programme digne d'être mentionné ou qui serait le reflet du génie français ou au moins de l'excellence de sa technologie. Rien. Depuis 2017, la dette augmente de 50%. Aucun projet n'est né. Tout s'est dégradé, l'hôpital, l'enseignement, la justice, absolument tout. Et ça, c'est quelque chose dont tous les gens commencent à prendre conscience. Mais si vous arrivez d'un seul coup, alors agiter le spectre de la guerre, j'imagine que le message sous-jacent, c'est vous plaignez pas, certes, nos services publics fonctionnent moins bien, mais enfin, vous n'êtes pas encore dans les tranchées du côté de Robotine, quoi, hein. Soyez satisfaits que la France, ça soit encore un paradis. Regardez, si on se laissait faire, Poutine serait sur les Champs-Élysées en 3 semaines. Vous ne rien et vous serez heureux. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que le front, il est arrêté depuis 2 ans pratiquement sur les rives du Dniepr. Donc d'un côté, on voit bien que la progression est malaisée, même face à des troupes qui disposent, on va dire, pour un obus russe tiré, on dit que les Ukrainiens en balancent un. Même avec ça, ils arrivent à tenir le Dniepr. Alors vous imaginez, on est en train de nous expliquer que M. Poutine, une fois que le Dniepr aura été franchi, il sera à Berlin en 15 jours et à Paris en 3 semaines, alors que ça fait 2 ans qu'il est arrêté sur les rives du Dniepr. Et que donc, il faut qu'on mette le paquet pour empêcher la Russie d'envahir l'Europe. Enfin, vous voyez, c'est d'une telle absurdité. On comprend bien qu'en fait, on détourne effectivement l'attention des gens des vrais problèmes. Nos vrais problèmes, c'est qu'il n'y a plus de services publics, c'est que l'État est quasiment en faillite et qu'on gaspille de l'argent de façon phénoménale. Il ne faut pas oublier qu'en France, plus de 50% de la masse salariale de l'enseignement ne va pas dans la poche des enseignants. C'est des frais de structure. L'hôpital, c'est pareil. Depuis 2017, le coût de l'hôpital n'a pas baissé et il y a 25 000 lits en moins. Ça veut dire simplement qu'on a troqué les anesthésistes, les orthopédistes, les gastro-entérologues contre des petits comptables avec leur tableur Excel. Et moins ça marche, plus on met de contrôleurs pour essayer de comprendre mais pourquoi ça ne marche pas. Et donc, on continue de gaspiller de l'argent. Donc, la guerre, c'est fantastique parce que là, on ne se concentre plus sur les problèmes et l'incurie des choix gouvernementaux et ce
clientélisme qui consiste effectivement à mettre des contrôleurs partout, donc des super énarques, des énarques, des énarques moins, et puis on finit par le plus petit contrôleur, mais tout est conçu sur le modèle tableur Excel. Ça ne marche pas, c'est une catastrophe, mais bien sûr, c'est les Russes. Chaque fois qu'il y a un problème, c'est les Russes. Alors justement aussi, Irina, je voudrais insister sur ce point qui, moi, me révolte quand je vois les journalistes français. J'ai cité une chaîne, mais il y en a beaucoup. Quand on regarde effectivement le front, il fait 1000 km de long sur 30 km de large. D'après les gens, et j'en connais pas mal qui sont sur le terrain, on serait plutôt entre 500 et 700 000 morts. Pas 30 000 morts, comme on dit, entre 500 et 700 000 morts. C'est un massacre. Et moi, j'ai de la compassion aussi pour les soldats ukrainiens. Bien sûr. J'ai la compassion pour tous les gens qui se battent. On a dit, on va les utiliser jusqu'au dernier. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Zelensky vient d'abaisser l'âge de mobilisation de 27 à 25 ans. Il y a peut-être, je ne sais pas, 600 000 femmes dans l'armée ukrainienne. Et maintenant, ils en sont à enrôler les jeunes de force. On a vu pas mal de vidéos sur le sujet. À essayer d'enrôler les femmes qui elles-mêmes se retrouvent veuves, se retrouvent complètement éplorées, avec des enfants tués, des maris estropiés. On va aller jusqu'où comme ça? Et par cela, il y a des vidéos de fils d'oligarques qui font la fête à Courchevel, à Hambourg. Vous les retrouverez sur les réseaux. Absolument. Alors, avec force démonstration, sac Gucci, Hermès, etc. Donc là, on est vraiment... Il y a des bellicistes de plateau. Monsieur Glucksmann en est un, mais son parrain aussi, Bernard-Henri Lévy, en est un autre. Il nous a fait le même coup avec la Libye, hein. On a accueilli Monsieur Kadhafi, on lui a ouvert grand les portes, parce que pareil, on devait vendre du nucléaire, des usines, des trucs incroyables que là, en fait, on n'a jamais vu un contrat. Et pour nous remercier, il a conçu un concurrent du franc CFA qui aurait été un dinar or. Absolument. Alors là, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Quand ça a mal tourné, effectivement, on est allé lui faire la guerre, hein, avec quelques-uns de nos alliés. Et on l'a fait assassiner. Et je pèse mes mots. Bon. Non, c'est public, de toute façon. On n'était pas nombreux à l'époque à parler des Amazones, qui étaient des esclaves sexuels. On était 2 ou 3 journalistes. Et je me souviens, moi, de tous ces gens qui allaient se prosterner devant l'Élysée dans la tente de M. Kadhafi, dont le président du Grand Paris lui offrant les œuvres complètes de Montesquieu. En disant, on dit, mais ce que vous êtes en train de faire, non, mais il a changé. Il l'appelait mon frère. Hein. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, tous ces gens, parce que ce qui s'est passé après avec la Libye, c'est devenu, on n'a rien prévu, hein, une fois qu'on a fait ça, évidemment, il y a des comptes de campagne, il est présumé innocent, attendez, monsieur Sarkozy, c'est sorti. Donc là, c'est un peu embêtant pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on a prévu? Est-ce que on a prévu un État, des structures? Non, on n'a rien prévu. Toutes nos armes se sont retrouvées dans tout le Sahel. Oui, c'est pas simplement la Libye, c'est tout le Sahel qui est devenu, qui est une zone qui fait, je sais pas moi, 10 fois la France, qui est peut-être grande comme la Russie. Tout l'arsenal de Kadhafi s'est trouvé disséminé, mais ceux qui ont été les premiers et qui ont mis la main sur le stock le plus important d'armes, c'est AQMI. Et ensuite, tous les dérivés d'Al-Qaïda, alors qui après ça, on les retrouve partout, hein, Nigeria, enfin nord du Nigeria, Mali, Niger, Burkina Faso. Et comme par hasard, partout, en fait, ils tentent de déloger les Français ou de nuire aux intérêts français. Je dirais, ça fait les affaires de qui? Non, mais quand on regarde ça, effectivement, c'est devenu le foyer mondial du terrorisme. Et après, évidemment, il y a certains pays qui les accueillent de façon plus favorable, qui sont gangrénés par la corruption. Et après, on le sait, d'ailleurs, il y a eu un article du Point hein, qui date de novembre, du 22 novembre 2018. Vous voyez, j'ai de la mémoire.
où il était fait état, justement, de tous ces terroristes de Daesh, hein, qui trouvaient refuge où? En Ukraine. Et après l'attentat de Moscou, vous avez le ministre des Affaires étrangères qui n'a aucune compassion pour les familles qui ont été massacrées. Que nous-mêmes, dans notre chair, dans notre sang, dans notre âme, nous avons vécu. La France a été déchirée par le terrorisme. Je rappelle à tout le monde le Bataclan. On va donner des leçons. Et il dit, M. Poutine aurait dû se concentrer sur la menace islamiste dans son pays. Mais c'est quel degré d'ignominie et d'infamie de dire des choses comme ça. Moi, je ne me sens pas représenté par ces gens-là. Et il y a beaucoup de Français, et c'est pour ça qu'avec Philippe, on continue à parler. Nous, on a tout à perdre à parler. Hein. On pourrait être tranquille et peinard. On vit pas très loin, dans une magnifique campagne française. On n'a pas envie de voir notre pays disparaître et on ne se sent pas représenté par ceux qui prétendent être nos dirigeants. Il y a et cette russophobie qui se développe. Avant, c'était contre les Juifs. Après, c'était contre les Arabes. Aujourd'hui, c'est contre les Russes. C'est insupportable quand on se dit le pays des droits de l'homme et qu'on veut être la lumière du monde. Ah, si ça n'avait pas été les Russes, je te rassure, ça aurait été sûrement les Chinois. On aurait montré la menace chinoise, les Chinois qui ont ruiné notre industrie, les Chinois qui menacent d'envahir Taïwan. On aurait trouvé un ennemi. De toute façon, on est dans une telle situation, je le répète, économique. En interne. On est tellement dans la panade et on gère tellement mal nos finances. Enfin, c'est pire que ça. C'est pire que ça. C'est qu'en fait, nos finances sont gérées en fonction d'un clientélisme qui fait qu'évidemment, tout est inefficace, mais tous les choix sont biaisés. Et voilà, donc on creuse des déficits, mais parce que on continue d'engraisser les obligés. Bah, je dirais que qu'est-ce que coûte également le maintien en survie artificielle d'une presse qui encense le pouvoir en toutes circonstances? Là encore, c'est de l'argent du contribuable. Et cet argent sert, mais ça s'appelle de la propagande, là. On est à un tel niveau. C'est un de mes combats et c'est un point crucial. Comme je disais, un homme politique, s'il n'a pas une presse un peu pugnace, mais juste factuelle, qui pose des questions par rapport à la situation factuelle, l'homme politique, il va continuer. Et on parle beaucoup des milliardaires, des actionnaires dans les médias. C'est vrai, il y a un problème. Mais je pense que le principal problème, il n'est pas là, il est dans l'autocensure. Les journalistes français pratiquent l'autocensure. Pourquoi ils le font? Par panurgisme, parce qu'il y a une espèce dans leur tête d'opinion publique. Alors à un moment, on leur dit les gilets jaunes, c'est dangereux. Ah, les gilets jaunes, il faut que les forces de l'ordre enferment tous les gilets jaunes. Puis après, ils ont tous applaudi alors qu'on était enfermés. Il y a même un maire qui avait fait un arrêté, le maire de Sanary-sur-Mer, dans le Var. Il ne fallait pas faire plus de 10 mètres après son perron. Mais vous vous rendez compte? Donc ça s'appelle de l'ingénierie sociale. Et les ingénieurs, bien malgré eux, un peu comme les médecins, comme le médecin malgré lui, comme M. Jourdain faisait de la prose, ce sont les journalistes qui sont devenus les serviteurs du pouvoir, mais des pouvoirs. Pourquoi? Parce que aussi, dehors il fait froid, qu'ils sont devenus des communicants, et qu'il y a dans l'air comme ça des choses qui volent. Il faut être pour le... Ils ne savent pas pourquoi, pour la transition écologique, pour l'Europe. Alors, les gens rationnels, quand vous leur expliquez, on est tous pour la transition écologique, on est tous pour que les gens soient heureux, riches et en bonne santé, vous voyez? Et la guerre, c'est pas beau. Mais la guerre, c'est moche, etc. Mais quand on explique de façon rationnelle, ça ne les intéresse pas. Bah justement, devient ma dernière question. Les chaînes alternatives qui existent, comme notre chaîne Dialogue Franco-Russe, Vaucon sur X, il y a des journalistes indépendants. Finalement, on est nombreux ou pas nombreux? Parce que j'ai l'impression que quand on sort de ce champ alternatif de réinformation, les gens, comme on dit, ne sont pas éveillés, ne sont pas assez éveillés. C'est-à-dire que nous, entre guillemets, on se considère comme les personnes bien informées, et eux, ils se considèrent comme également les personnes très bien informées. Où est l'espoir? Dans une révolution ou dans un renouveau,
c'est toujours très peu de gens qui montrent la voie, qui sont plus éveillés que les autres. On prend juste l'histoire française, hein. Vous aviez pendant des années 40 millions d'attentistes, qui étaient avant 40 millions de pétainistes, qui sont devenus 40 millions de gaullistes. Et ça, c'était tout le génie de Gaulle. Et je dois dire que je ne sais pas ce qu'on a gagné, mais on a un peu usurpé cette victoire. Je rappelle quand même qu'il y a 23 millions de Russes. Quand je rappelle ça, les gens me reprennent. Ah, c'est pas des Russes, c'est des Soviétiques. Ok, 23 millions de Soviétiques. Plus 26. 26. C'était pas des êtres humains, non? Non, voilà, ils étaient soviétiques, donc c'était pas des êtres humains. 26 millions de gens qui se sont sacrifiés et qui ne sont pas invités pour les 70 ans du débarquement, ce qui est c'est même pas une infamie, c'est un petit vice. C'est du niveau de Macron, quoi, voilà. C'est le petit roquet, quoi. Donc, c'est toujours très peu de gens. Moi, en tout cas, je parle pour moi. Donc, j'ai mes comptes où il y a du monde, etc. J'interviens dans des médias indépendants. QG avec Claude Lancelin, Toxin avec Clémence Oudiakova, Ligne droite avec Maud Koffler, TV Liberté, TVL. Voilà des espaces. Moi, je parle aussi bien à gauche qu'à droite, parce que pour moi, ça ne veut plus rien dire du tout. Ça stérilise en fait nos combats. C'est une classe politique qui stérilise et qui empoisonne le débat public. Ah, t'es de gauche, ah, t'es de droite. Islamo-gauchiste, fasciste, c'est fini. Le RN, finalement, c'est très pratique pour l'hypercentre, je dirais. Alors que le fascisme est en train de naître chez nous et se développer, on montre toujours le fascisme ailleurs. Ah, regardez, un facho. Donc, comme ça, on stérilise tout. Donc, il y a peu de gens, et moi je parle en tout cas, pour montrer aux gens qu'ils ne sont pas seuls. Et que, même si on est peu nombreux dans les médias, pour montrer aux gens que tous les gens rationnels, c'est pas eux qui ont le cerveau malade, c'est pas eux qui ont le cerveau dérangé, c'est pas eux qui sont complotistes, c'est pas eux qui sont je ne sais quoi, tous ces noms d'oiseaux qu'on leur affuble, des traîtres maintenant, je lis, des traîtres à la nation, des traîtres à la nation, quand on a eu comme, ce qui est l'histoire de ma famille, des gens qui sont morts pour devenir français. Pour devenir français. La France, c'est, il n'y a pas un millimètre sur ces 550 000 km² qui n'ait une goutte de sang. C'est ça la France. C'est un territoire, c'est une carte, mais c'est aussi une idée. Et donc, moi, je me bats pour ces idées-là. Je ne sais pas si on gagnera, mais pour que les gens ne se sentent pas seuls. Voilà. Philippe, est-ce qu'il y a un espoir? Alors, il faudrait qu'il y ait un espoir, mais tout ce que l'on voit est absolument désespérant. Je suis sur la même ligne que Didier. Il ne faut pas que ceux qui nous suivent, on est la preuve, en tout cas, qu'il existe un discours un petit peu argumenté et documenté. Tout ce que nous venons de dire et tout ce que moi je dis sur l'inforruptible, je fais une quotidienne tous les matins, tout est sourcé, recoupé. Voilà. Et ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quel crétin peut dire « N'écoutez pas, c'est un complotiste ». Vous voyez, vous mettez un terme complotiste, fasciste, et vous avez complètement enterré le débat. Ça, quand des gens avaient du sens critique, vous ne pouviez pas vous en sortir en désignant votre voisin complotiste, ou la personne entrant en face de vous, militante, islamo-gauchiste. C'était, d'accord, ok, on va quand même en débattre, si vous voulez bien, on va débattre, on va en causer. Et puis là, en face, il n'y avait personne, il n'y avait rien, pas un argument, donc on n'osait pas le faire. Mais aujourd'hui, vous pouvez diaboliser, néantiser le débat en disqualifiant votre adversaire. Dans l'échelle des réfutations de Schopenhauer, discréditer l'adversaire, c'est l'argument le plus faible quand on n'est plus capable d'argumenter, ou de démontrer une autre version, etc. Donc, je dirais que être capable, si ça fonctionne quand même auprès d'une majorité de la population qui ne se pose pas plus de questions, c'est que quand même à un moment l'éducation c'est devenu une fabrique de crétins. Et quand je vois le nombre de gens désinformés et qui sont heureux de leur certitude,
Parce qu'il n'y a rien de plus inconfortable que d'être remis en cause dans ses certitudes. Donc les certitudes aujourd'hui à la télé, c'est que Poutine méchant, Xi Jinping méchant, Netanyahou gentil, Biden gentil, etc. Enfin, on est arrivé à un niveau de binarité et d'imbécilité que je ne pensais pas voir en France. Moi, je n'ai pas fait des études extraordinaires. Il y avait une exigence quand même. Au moment de passer des examens, j'ai passé un grand oral, je me suis préparé, j'étais documenté, j'aime l'histoire, j'aime l'économie, et quand je viens parler d'un sujet, au minimum, je connais ce dont je parle. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout un prérequis. Vous venez à la télévision, si vous êtes passé par Sciences Po, on vous a appris toutes les techniques de la rhétorique, de la sophistique, et si vous ne connaissez rien, vous êtes quand même en mesure d'avoir l'air savant. Et vous avez laissé l'air savant parce que les autres sont totalement ignorants. Parce que si vous balancez n'importe quelle imbécilité, le journaliste, il n'est pas là pour vous reprendre, puisque sinon il perd son salaire et il perd son statut. Il perd le film. Et voilà. Donc il peut pas, le journaliste, challenger l'homme politique, etc. Mais si vous avez d'autres personnes en plateau, ils sont plus en mesure de réfuter en disant mais c'est une imbécilité. Enfin, historiquement, ce que vous dites là est totalement, c'est fallacieux. J'étais en voiture, j'écoutais l'interview de Manon Aubry. Manon Aubry, qui est tête de liste pour la France Insoumise. On aime, on n'aime pas, je ne suis pas moi, à ce niveau de débat, ça ne m'intéresse pas. Elle a dit quelle était la position de la France Insoumise et de Mélenchon sur l'Ukraine et sur la Russie, qui pour le coup, et je ne m'en sens pas éloigné, elle a dit il faut retrouver les chemins de la paix, avoir des discussions, et seule la diplomatie peut nous sortir de là. Ça sera compliqué, parce que la situation est tendue, mais il n'y a pas eu un effort depuis 2 ans en la matière, et certainement pas de la France. Donc elle a fait une longue interview, c'était l'invité principal. Après, il y a quelqu'un qui débriefe, qui lui a reposé exactement les mêmes questions. C'était même pas poser des questions, c'était plus une interview, c'était de l'inquisition. Mais est-ce que vous exigez, le type lui disait, il s'énervait, le retrait des troupes russes Je lui dis, mais attendez, est-ce que j'exige Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On va faire des discussions pour parler de paix, ça va être sur la table, et évidemment qu'après, on va voir comment ça va se passer. Je ne peux pas, moi, de ma superbe et de ma hauteur, dire Poutine, retire-toi. Donc voilà, la parole performative, elle peut abuser un petit peu des gens, effectivement, soit qui sont crétins, soit qui sont résignés, parce que beaucoup sont résignés. C'est ça qui est triste aussi, parce que les gens ne sont pas forcément... Et surtout, beaucoup ne lisent plus les journaux, sinon on ne sera pas obligé de les subventionner voilà. À coups de centaines de millions. Et puis les journaux, effectivement, qu'est-ce que c'est devenu ? Finalement, 100%, écoutez bien, 100%, parce qu'on critique toujours l'agence TASS, on critique toujours les médias étrangers, Al Jazeera, RT France, RT International, etc. 100% des informations que vous trouvez dans les médias français sont issues de l'agence France Presse. Absolument. C'est pas 80. Moi, quand j'ai quitté le Figaro, il y a déjà pas mal de temps, on était à 80%, on avait toujours des équipes sur le terrain. Il n'y a plus d'équipes sur le terrain. Je suis allé voir un copain au Figaro, maintenant boulevard Haussmann. Vous avez une espèce d'open space avec des jeunes gens devant des écrans. Il y a 4-5 sites qui font la course. Il faut être le premier, avec le titre qui va accrocher, à avoir fait la bonne ressucée de la dépêche AFP. C'est ça l'information. Donc pourquoi voulez-vous que les gens achètent des journaux ? Puisqu'ils vont trouver d'abord l'information sur les réseaux avant qu'elle soit publiée dans les journaux, et puis ça sera toujours la même information. Et même, je vais plus loin, il n'y a plus de différence entre Libé et le Figaro. Il y a bien sûr les traditions historiques, les gens plutôt de gauche, les gens plutôt sans colonne vertébrale achètent Le Monde, les gens plutôt de gauche achètent Libé, et les gens plutôt de droite achètent le Figaro. Mais en réalité, c'est exactement la même vision des choses. Vous avez de temps en temps un peu des pages de débat, Vox, machin, où ça va un peu plus loin, mais ils sont tous européistes, tous anti-russes, tous libéraux, voire néolibéraux, etc., etc. Et quand vous avez en plus des actionnaires, moi ça ne me dérange pas que les actionnaires soient milliardaires,
Ce qui me dérange, c'est qu'ils fassent leur fortune grâce à l'État, grâce à nous finalement. C'est-à-dire quand vous êtes en affaire avec l'État, que vous êtes dans les travaux publics, la téléphonie, l'Internet, les médicaments, et que vous dépendez des autorisations d'État pour faire votre business, Des commandes d'État. des commandes d'État, c'est fini, la messe est dite. C'est ça le problème. Et vous rajoutez la surcouche qui est le côté d'absence de formation des journalistes, hein, parce que moi ça me fait rire les écoles de journalisme, ça ne veut rien dire. Une fois que vous avez répondu aux 5W, when, where, what, où, etc., bon, tout ça que vous avez appris à faire un titre, c'est quelle est la substantifique moelle? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Combien de langues vous parlez? Qu'est-ce que vous avez voyagé? Est-ce que vous connaissez l'histoire de votre pays, la géographie de votre pays? Est-ce que vous connaissez la Russie? Est-ce que vous êtes allé en Russie? Tiens, posez la question aux journalistes français moyens. Est-ce que vous êtes allé en Ukraine? Est-ce que vous êtes allé à Gaza, à Jérusalem ou à Tel Aviv? Jérusalem-Est, hein, très instructif. Est-ce que vous êtes allé en Arménie? Est-ce que vous êtes allé en Angola? Mais des gens, en Libye, au Liban, en Tunisie, en Algérie, les gens parlent de l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, qui n'est pas russe, mais qui est celui de l'AFP. Et après, ils prennent des airs et ils vous disent « Ah, ben oui, vous comprenez, la Dacia, la queue de porte, on ne peut pas faire... » Les grands reporters ont disparu. Et les rares qui existaient encore, et je pense notamment à Anne-Laure Bonnel, qui a passé quand même pas mal de temps dans le Donbass, hein, qui a filmé des choses qui évidemment ne sont pas reluisantes, hein, pour les troupes ukrainiennes, qui ne sont pas non plus reluisantes, hein, pour le comportement des troupes russes sur place dans le Donbass, à Donetsk, etc. Elle revient en France et l'Élysée décide de ne plus l'accréditer. De l'anéantir littéralement. Hein. On saisit ses comptes, elle perd toutes ses accréditations. Et vous avez monsieur Raphaël Glucksmann qui lui accroche une cible dans le dos en disant c'est un agent russe. Alors, moi, je ne vais pas dire qui manipule M. Glucksmann, mais tout le monde fera rapidement, je pense, le lien, ou comprendra très très bien qui le manipule et avec qui ce monsieur collabore. Et lui, il peut accrocher une cible et traiter d'agent russe une journaliste française qui a fait un travail vraiment honnête, tellement honnête d'ailleurs que finalement son travail gêne un peu tout le monde, parce qu'il ne confirme aucun des narratifs manichéens et binaires. Et il ne s'est jamais caché d'être atlantiste, pro-américain. Et il a dit lui-même, la France, avec ce mépris de classe terrible, moi qui suis fils d'ouvrier, ça me fait mal. Et quand je dis que mes ancêtres sont morts pour devenir français, vous avez un type bien né, dont le seul mérite est d'être fils à papa, et d'avoir le même nom que son papa, hein, de faire toutes les émissions, et qui vous dit, la France, moi je me sens mieux. Je me reconnais mieux, je me sens plus chez moi à New York qu'à Clermont-Ferrand. Et il vient vous donner des leçons sur l'indépendance des nations. Mais c'est juste une tragicomédie. Et il représente donc, aujourd'hui, il incarne le socialisme et Jean Jaurès, il incarne un socialisme belliciste. Lui, il veut envoyer des troupes, il veut la guerre. N'oublions pas que Jaurès a été assassiné au Café du Croissant, rue Montmartre, par un partisan de la guerre. Jaurès, c'était la paix, c'était le socialisme. Enfin, le retournement de l'histoire est extraordinaire. Enfin, c'est le retournement orwellien. À la tête d'un parti humaniste, vous avez un belliciste et qui aurait fait assassiner Jaurès. Je rappelle quand même, excuse-moi Philippe, que c'est très important. On dit aujourd'hui que les Russes sont des nazis, finalement. C'est un peu la rhétorique, c'est un impérialisme nazi qui va peu à peu conquérir la Pologne, puis Berlin, puis la France, puis l'Espagne, etc. L'âme d'un pays, on a nos personnages historiques, on a des mythes. Nous, on est issus de Gaulois. Quand on voit la gueule des Français, on voit bien qu'on n'est pas tous issus des Gaulois, mais on a un roman national. Et on honore, par nos statues, nos places, nos noms de rues et de boulevards, un certain nombre de personnes. À Kiev, je rappelle que des grandes artères, et notamment l'avenue de Moscou, a été rebaptisée Stepan Bandera. Je pense que ce n'est pas la peine que j'explique à nos auditeurs qui savent.
qui sont parfaitement au courant de qui était À nos Stepan. auditeurs, il ne faut pas, aux autres, hein, Voilà, certainement Stepan peut-être. Bandera, c'était un milicien nationaliste ukrainien qui a été un collaborateur très zélé des nazis et qui était encore plus nazi que les nazis. Et il y a eu dans des fosses des véritables pogroms où on a mis jusqu'à 30 000 personnes dans une fosse assassinées dans dans les mêmes journées, dans la même nuit. On lui dit, mais c'est pas possible c'est Zelensky interviewé dans une grande chaîne ukrainienne. On dit, mais attendez, vous célébrez un héros nazi? Et il répond avec un grand sourire, ah non, mais il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Stepan Bandera, c'est un nationaliste, il a libéré l'Ukraine. C'est cool. C'est cool. Donc il y a comme disaient les inconnus en France, le bon chasseur et le mauvais chasseur. Maintenant, grâce à M. Zelensky, on sait qu'il y a le bon nazi et le mauvais nazi. Et il y a des nazis cool. Ben voilà dans l'imagerie, dans l'image populaire aussi, dans ce qu'on choisit d'honorer. J'en parle pourquoi? Parce qu'on nous bassine sans arrêt les valeurs européennes. Moi, je connais les valeurs françaises, liberté, égalité, fraternité. Elles sont bien battues en brèche. Les valeurs européennes, je ne sais pas ce que c'est. Beaucoup disent que ce sont des pervers narcissiques. Ce sont des gens qui jouissent de pouvoir faire des choses qui nous interdisent nous-mêmes de faire. Et ça, il y a toute une étude à faire. Il y a un très bon bouquin que je suis en train de lire sur la psychopathologie des gens, des pouvoirs déviants, en fait. Alors, on ne peut pas tout psychologiser, on ne peut pas tout expliquer par la psychologie et la psychiatrie, mais il y a aussi quelque chose à creuser de ce côté-là, si vous voulez. Quand vous n'avez pas de racines, parce que je rappelle que M. Macron a dit que la France, il n'y avait pas de culture française, il avait dit. Quand vous n'avez pas de racines et que vous pourrissez par le bas et que vous pourrissez par le haut via des cabinets McKinsey, dont je rappelle que 100% de l'équipe de campagne de M. Macron en 2017, c'était le personnel de McKinsey. C'est pas là aussi 80%, c'est comme l'AFP, 100% de l'équipe. Donc vous voyez, c'est ça l'oligarchie, c'est un petit groupe de personnes apatrides, qui ne sont pas dans l'économie réelle, mais dans la financiarisation de l'économie, qui vivent des intérêts de la dette, c'est comme ça qu'on est riche, qui échappent au travail, parce qu'ils échappent tous au travail, et qui nous pondent même pas des lois, puisque de toute façon, quand vous n'avez pas la majorité, vous faites le 49-3. Quand le 49-3, ça gueule un peu, bah, vous allez au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel, peuplé de vieillards kakoshim, nommés... Et d'obligés, ben oui, nommés par les gens qui vont ensuite leur demander, alors, elle est constitutionnelle, ma loi? Vous avez des institutions qui sont censées fonctionner. On vous dira jamais pas de justice, etc. Moi, je suis dans des affaires de justice, justement pour ces affaires de télé, où je me bats depuis 12 ans contre l'État. J'ai eu le PNF, etc. Je suis mon 3e juge d'instruction maintenant. Petit à petit, ceux qui se sont rendus, les auteurs de ces forfaitures meurent les uns après les autres, parce que c'est une loi naturelle. J'aurai peut-être une victoire au bout, ça fait 12 ans, peut-être dans 20 ans, dans 8 ans, ça fera 20 ans, et la montagne aura accouché d'une souris, et pendant ce temps-là, ce capitalisme de connivence aura fait son œuvre, aura détruit le pays, et se sera enrichi, et c'est ça qui est grave. Parce que quand les hôpitaux ne marchent pas, quand les écoles ne fonctionnent plus et fabriquent des crétins, quand on n'est même pas capable de protéger un professeur, et que vous avez la ministre de l'Éducation, Madame Belloubet, qui dit hier que l'État n'a aucune responsabilité dans la mort de Samuel Paty, vous vous rendez compte que rien n'arrêtera ces gens-là, peut-être des pics. Peut-être, puisqu'on célèbre toujours la France comme un pays de révolution, qu'on fait la fête le 14 juillet, peut-être que c'est ce qu'il faudra. J'appelle personne à faire la révolution, sinon, bon, de toute façon, vu à mon avis, le temps qui nous reste à pouvoir parler librement, je pense que ça va bientôt s'arrêter, tout ça. On va être tous suspendus, on ne va pas aller en prison, on ne va pas nous dire méchants. Vous allez voir d'un coup, vos réseaux sociaux ne plus fonctionner. Voilà, les chaînes YouTube seront strikées. Voilà. Sur Telegram, on verra arriver des choses bizarres. On est prévenus. Ce que je veux dire, c'est que le travail qu'on essaie de faire avec Didier,
C'est de réinformer, de renouer avec ce que nous sommes en tant que nation, avec son bon et son moins bon. Il y a eu du pas bon du tout, il y a eu la collaboration, il y a eu des choses terribles dans notre histoire, mais au moins on essaye de le remettre dans la mémoire des gens, dans la tête des gens, parce que quand on commence à tordre les faits, à occulter, en fait, comment on peut construire une pensée, un raisonnement, comment on peut élaborer un projet à partir du moment où on nous a retiré des bases, on nous les a cachées, où on les a littéralement falsifiées, parce que c'est ce à quoi on assiste. Les médias sont dans la falsification. Il y en a qui, de façon taquine, disent AFP, Agence France Propagande. Donc, quand on en est là, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est effectivement essayer de réinformer et dire aux gens, de toute façon, tout ce que nous disons est vérifiable. Voilà. Donc, il suffit pour vous d'aller regarder dans un dictionnaire ou peu importe. Vous retrouverez à peu près tout. Et ce qu'on dit sur l'actualité géopolitique, c'est également, tout est vérifié, tout est sourcé. Parce que, réellement, je pense que si on vit dans le mensonge, et ceux qui nous mentent, j'appelle ça, moi, nous voler notre vie. C'est pire, à la limite, que nous faire les poches, comme ça va être le cas à partir du mois de juin. M. Gabriel Attal a dit qu'ils allaient ratisser, tondre les Français encore plus ras. Bon, ça, c'est désagréable. Entendre le président de la République vous dire « j'ai envie d'emmerder les Français », ça agace, c'est énervant. Mais le pire, c'est que le mensonge nous vole notre vie, et la falsification de l'histoire vole ce que nous sommes. Et c'est ça, c'est ce vol-là qui, à mon avis, a un coût exorbitant. Parce que qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie quand vous ne savez plus où est la vérité, la réalité, et même votre propre réalité? Donc je pense que on essaye, et c'est vrai que peut-être certains se sentent moins seuls grâce à ça. Merci beaucoup Philippe, merci Didier. Merci à vous.